Aujourd'hui, nous allons parler de vérité et de mensonge dans la résolution de problèmes. Quel est le bon niveau de vérité et quel est le bon niveau de transparence à adopter quand on recherche réellement une solution. Vous allez vivre une expérience de résolution de problèmes à très haut risque, une crise urgente et d'une gravité rare à l'échelle de l'humanité. Une catastrophe nucléaire, la plus grande catastrophe nucléaire que l'histoire ait connue, l'accident tragique de Tchernobyl. Vous allez revivre les événements et prendre les décisions qui s'imposent, mais les choses ne vont pas être aussi faciles que ça pour vous. Vous n'allez pas avoir toute la liberté d'action que vous souhaiteriez. Et oui, c'est énervant, mais c'est la vie. Vous êtes pris dans le régime soviétique de l'époque, et vous allez devoir trouver des solutions en prenant en compte ce contexte. Vous êtes un ingénieur, dans les années 80, dans un régime communiste autoritaire, et vous ne pourrez pas vous comporter comme si vous viviez dans une démocratie libérale comme la nôtre pour résoudre ce problème. Vous devez faire avec les impératifs de l'époque, vous avez de quoi râler, mais c'est comme ça. Et vous avez d'autant plus de raisons de râler que les difficultés propres au contexte vont vous mener lentement vers une succession d'erreurs qui vont peut-être conduire à une tragédie. Néanmoins, vous avez une chance de vous en sortir. Il va falloir être suffisamment affûté et malin pour comprendre comment fonctionnent les mécanismes qui conduisent à ces erreurs afin de les déjouer et d'épargner peut-être la vie et la santé de millions de personnes. Bonne chance pour cette mission, camarades. Chapitre 1, le début de la catastrophe. Il est tard dans la nuit, 1h23 du matin plus précisément, quand tout à coup vous entendez une énorme explosion dans la ville de Tchernobyl. Une déflagration telle qu'elle soulève la dalle supérieure du réacteur de la centrale nucléaire, une dalle d'un poids de plus de 2000 tonnes. Sachant qu'un bus fait 20 tonnes, ça vous donne une petite idée de la force de l'explosion. Elle a soulevé l'équivalent de 100 bus. Plusieurs foyers d'incendie s'allument dans le reste de la centrale, mais le plus grave, c'est que la partie supérieure du cœur du réacteur est à l'air libre. C'est comme s'il y avait une plaie béante qui laisse s'échapper constamment et avec une intensité folle des éléments radioactifs qui causent la mort des organismes vivants environnants et engendrent des cancers en masse. L'instant qui suit l'explosion, le responsable du site ne veut pas y croire, ou du moins il ne veut pas l'admettre devant ses équipes. Malgré cela, un technicien évoque clairement l'hypothèse la plus probable pour expliquer cette déflagration. Il s'agit bien du cœur du réacteur qui a explosé, et non un autre organe moins important de la centrale. Mais le responsable du site ne veut rien entendre. Pire encore, un autre technicien assure en être le témoin. Il a vu le réacteur à l'air libre. Ce n'est donc plus une hypothèse, c'est un fait, c'est-à-dire un élément objectif, puisqu'il l'a vu. Mais le responsable ne veut toujours pas y croire. Vous pouvez retrouver les événements historiques dans plusieurs ouvrages d'histoire, un film ainsi que dans une excellente série éponyme, Tchernobyl, qui ne comprend que 5 épisodes et qui vous fait revivre le déroulement des faits. Revenons-en maintenant à l'histoire. Par crainte d'une représaille de l'autorité, les différents techniciens ne vont finalement pas contre l'avis du responsable du réacteur. Lui, il veut continuer de faire comme si tout était sous contrôle et que cette explosion était le fruit d'un dégât pas très important, surtout pas le cœur du réacteur. Ce dernier n'hésite pas à brandir la menace de l'autorité du régime. Je ne sais pas si je peux arranger les choses pour vous, mais je peux les compliquer, camarade, dit-il à ses subalternes. Par ce simple mot, camarade, le chef rappelle à la personne statutairement inférieure à lui tout le poids du régime, la place que chacun a dans ce régime, et la façon dont il se servira de lui pour nier toute responsabilité, si celui-ci n'agit pas dans le cadre de lecture qu'il lui impose. Traduisons ceci dans un langage plus contemporain. Si tu fais pas tout ce que je te dis, gros, tu vas être salement puni par le système. Et crois-moi, tu vas pas kiffer. Tu vas perdre tout ce que t'avais de cool dans la vie. Donc toutes les personnes présentes dans la salle de contrôle sont obligées d'adhérer à cette fausse version des faits, selon laquelle le réacteur n'a pas du tout explosé, ce qui est tout simplement un déni total de la réalité. Petite parenthèse, connaissez-vous l'histoire du roi nu dans le conte d'Andersen? C'est un roi riche et puissant. Il y a 2 escrocs un jour qui s'amènent vers lui et vantent leur immense talent en matière de fabrication de vêtements. Le roi les croit et passe commande. Quelques jours plus tard, le roi empereur curieux vint voir où en était le tissage de ce fameux vêtement. Il ne vit rien, car il n'y avait rien. Troublé, il décida de n'en parler à personne, car personne ne voulait d'un roi sot. Il envoya plusieurs ministres inspecter l'avancement des travaux. Ils ne virent rien non plus, mais n'osèrent pas l'avouer de peur de passer pour des imbéciles. Tout le royaume parlait de cette étoffe extraordinaire. On informe que le vêtement est prêt. Le roi l'enfile, mais il n'enfile rien en vérité, que du vent. Il se pointe devant la foule, tout le monde peut voir toutes les parties de son corps, mais personne ne dit rien pour ne pas avoir de problème. Sauf un enfant, qui s'avance vers lui et dit spontanément « Le roi est nu !» Face à cette information brute, c'est la fin du déni. Tout le monde, même le roi, dut l'admettre.
il s'était fait arnaquer. Et bien voilà un exemple de déni de réalité collective, sauf que dans notre cas, les conséquences vont être bien réelles et bien plus graves. Quand on nie la réalité, on va faire en sorte de ne pas collecter les preuves contraires et donc de ne pas collecter les bonnes données. Revenons à notre responsable de réacteur qui refuse d'accepter la réalité. Il nie cette réalité pour ne pas avoir à remettre en cause la grandeur de l'Union soviétique. Il la nie aussi pour ne pas avoir à faire face à cette réalité dans laquelle il a d'immenses responsabilités et dans laquelle il a contribué à causer de tragiques dégâts. C'est la raison pour laquelle toutes les décisions immédiates pour gérer cette crise, notamment en matière de protection des équipes, sont prises en fonction d'un état des lieux qui est erroné. Le mensonge s'immisce même dans le choix de l'appareil de mesure de radioactivité, le dosimètre, puisque ce dernier n'est même pas le bon. Celui qui a été utilisé n'était pas du tout prévu pour un tel niveau de radioactivité. Il atteint son maximum de 3,6, alors qu'en réalité, la vraie mesure était très nettement plus élevée. Donc plutôt que de s'empresser de chercher un outil qui est prévu pour mesurer plus de radioactivité, l'ensemble des équipes fait comme si le roi n'était pas nu. Et comme vous vous en doutez, quand on ne collecte pas les bonnes informations et les bonnes données du problème, on ne peut pas trouver les bonnes solutions. 3,6, ce n'est pas terrible, mais ça pourrait être pire. Il suffit de limiter les gardes de surveillance du personnel à 6 heures. Dans les faits, plusieurs techniciens mourront dans les jours qui suivent. Allez, cette situation a assez duré, vous êtes convoqués dans la nuit pour faire partie de l'équipe de résolution de la crise. Vous faites le trajet jusqu'à un bâtiment voisin de la centrale. Ce bâtiment est protégé des éventuelles radiations, même si officiellement il n'y en a pas trop, je vous le rappelle. Le groupe est composé de la direction de la centrale, de vous et des hauts dirigeants locaux du Parti communiste de la ville ukrainienne. Vous êtes le plus rodé à la recherche de solutions du groupe et vous comprenez vite que les choses vont être très compliquées pour vous. Chapitre 2, le déni idéologique. Vous devez vous confronter à votre première décision. Quelles recommandations allez-vous donner à la population ? Solution 1, vous faites évacuer la population le plus rapidement possible. Solution 2, vous ne faites pas évacuer la population parce qu'il n'y a pas vraiment de danger. La réponse ne va hélas pas vous plaire. Vous avez évoqué la possibilité de prendre la solution 1 et de permettre à la population de se protéger de ces radiations. Mais voilà qu'un des hauts dirigeants locaux vous fait la leçon. L'État dit qu'il n'y a pas de danger et qu'il ne faut pas paniquer. Alors croyez-le. Et si la population dit quelque chose, dites-leur de se préoccuper du travail et de laisser les choses de l'État à l'État. Nous empêcherons la population de saper les fruits de son propre travail. Et voilà, vous n'avez pas vraiment votre mot à dire, vous qui cherchiez la réalité pratique en dehors de la fiction idéologique. Ainsi, plutôt que d'évacuer la population, ce qui écornerait l'image du régime, les autorités soviétiques décident de boucler la ville, d'empêcher toute personne de fuir et de filtrer les nouvelles qui seraient données à l'extérieur. Vous êtes d'autant plus dans le mal que tout le monde autour de vous semble partager cette bonne nouvelle. Gorbatchev lui-même, le dirigeant de l'URSS de l'époque, ne vous soutient pas. Pas cette fois. Tout le monde est pris dans son biais de confirmation, c'est-à-dire que tout le monde est à la recherche de ce qui va confirmer son opinion de départ. Ce discours donne même lieu à un sincère enthousiasme, où tout le monde s'auto-confirme que c'est la bonne façon d'agir, et cela conforte tout le monde qu'il peut se conformer à la bonne lecture de la situation. Tout le monde, sauf vous. Vous commencez maintenant à comprendre ce qu'est le déni idéologique. Le déni ou dénialisme consiste à ne pas tenir compte d'un fait sans pour autant avoir de justification logique et rationnelle. L'une des causes de ce déni est souvent l'idéologie. Une idéologie, c'est un ensemble d'idées et de croyances prédéfinies qui vont permettre d'analyser automatiquement et sans remise en question la réalité. C'est une sorte de filtre que l'on pose sur la réalité et qui va mettre en avant certaines choses de manière plus ou moins déformée et qui va complètement en occulter d'autres. Il existe des idéologies philosophiques, religieuses, politiques, économiques, sociales. Les autres personnes qui tentent de résoudre le problème ne veulent pas voir la réalité parce que les faits réels vont à l'encontre de ce qu'ils pensent. Ils pensent que l'État détient forcément la vérité absolue puisqu'il planifie tout et centralise tout. La croyance fonctionne de cette façon. Si l'État peut tout centraliser, décider de tout, planifier l'économie, etc., c'est que l'État en est capable. Le peuple lui a transféré tout ce pouvoir pour ce qu'il imagine être des bonnes raisons. Donc si l'État est absolument capable de faire tout ça, c'est bien qu'il a absolument raison. Et remettre en cause cela reviendrait à remettre en cause tout le fondement de leur contrat social, par lequel le peuple a transféré à l'État autant de pouvoir et sacrifié autant de liberté. Vous me suivez ? Pour les connaisseurs, il y a bien sûr ici un petit phénomène d'escalade de l'engagement. Je vous le détaillerai peut-être dans une autre vidéo. À cela s'ajoute le fait que les personnes autour de cette table pensent que le régime soviétique ne pourrait jamais aller à l'encontre des travailleurs et du prolétariat qui le compose, car il n'y a pas de classe dominante. Il ne peut pas y avoir d'intérêts divergents, sauf à désirer son propre malheur et à détruire le résultat du travail de tout le monde.
Aussi, ceux qui travaillent pour le compte du régime communiste, du parti communiste, prétendent travailler donc pour le compte du peuple, et leur parole est donc indiscutable. Quoi que vous direz, ils vous chasseront de ce qu'ils considèrent être leur périmètre, sauf si vous les saucez en allant dans leur sens. Vous rappelez vos compétences au groupe? Je travaille dans la physique nucléaire depuis plus de 20 ans. Et l'un vous répond, et moi, je fabriquais des chaussures, mais maintenant c'est moi qui commande. Trinquons aux travailleurs du monde. Mais vous êtes d'une nature insistante et tenace, et cela va payer. Vous avez bien raison, une des qualités pour trouver des solutions, c'est la ténacité. Chapitre 3, le début de la solution. Grâce à votre capacité à convaincre, vous êtes maintenant autorisé à collecter de vraies données avec le bon équipement. Et la mesure fait très peur. Il y a l'équivalent en radiation de 2 bombes de Hiroshima qui tomberaient toutes les heures. Vous pouvez maintenant mettre en place un vrai début de solution. Mais 30 heures se sont déjà écoulées, hélas, libérant toute cette radioactivité dans l'environnement. Votre proposition consiste à venir recouvrir l'incendie avec du sable et du bord. Il vous faut trouver 5000 tonnes. Pas si évident, mais ça va le faire. Vous les balancez par hélicoptère au-dessus de la centrale. Et cela semble fonctionner pour le moment. Mais mauvaise nouvelle pour le régime soviétique, l'information a fuité à l'international. L'Allemagne demande par exemple à ce que les enfants soient gardés à la maison et qu'ils ne jouent plus dehors. En France, en revanche, on est plus à la cool. Pierre Pellerin, directeur du service central de protection contre les rayons ionisants, déclare le 30 avril 1986, donc le jour auquel est arrivé le nuage en France, on pourra certainement dans les jours prochains détecter des particules du nuage, mais au niveau de la santé, il n'y a aucun risque. Demandez à la génération de nos parents, quand ils l'ont connu, ils ont tous cette blague en tête. C'est bien connu que les nuages radioactifs s'arrêtent à la frontière. Cette agitation internationale gêne le régime, mais elle rend service à votre position, puisque l'URSS finit par ordonner l'évacuation de la population, et elle reconnaît l'événement catastrophique devant le monde entier. Mais maintenant, elle compte sur vous pour résoudre ce problème rapidement. Maintenant que tout le monde est au courant de la catastrophe, son image est sérieusement abîmée. Seule la résolution peut améliorer un peu l'image du régime. Un dirigeant du Parti communiste vous rappelle que la puissance de l'URSS tient à la perception que les autres en ont. À partir de là, les acteurs en présence peuvent réellement se lancer dans la résolution du problème sans avoir à contaminer l'analyse pragmatique de la réalité avec des idéologies. Ainsi, il semble y avoir un énorme problème auquel vous devez faire face. Les 5000 tonnes de sable qui ont été versées sont en train de tellement chauffer qu'ils deviennent de la lave, risquant de faire monter la température dans les réservoirs d'eau. Vous ne pensiez pas au départ qu'il y avait de l'eau, mais les réservoirs sont pleins. Et quand l'eau se mettra à chauffer, elle fera exploser les réservoirs, et le souffle de l'explosion détruira certainement 2 autres réacteurs. De plus, l'onde de choc propagerait la contamination radioactive à plusieurs centaines de kilomètres à la ronde. Alors, à vous de jouer. Vous avez 2 options. Première option, laisser râler le problème en endommageant tous les pays aux alentours, provoquant des millions de morts et une destruction de leur économie. Deuxième solution, demander à 3 employés de la centrale qui connaissent le chemin de vider les réservoirs à l'intérieur de la centrale, sachant que vous savez qu'ils vont certainement mourir. Que choisissez-vous? Rappelez-vous que vous avez un sens du collectif, bon sang, faites un effort. Vous ne voulez surtout pas que le problème prenne une telle ampleur. Vous allez donc choisir de vider les réservoirs pour ne pas qu'ils explosent. Cela fait 3 jours que la catastrophe a démarré. Les différents employés de la centrale sont exténués. Allez-vous leur dire qu'ils vont mourir? Solution 1, oui. Solution 2, évidemment, non. Non, bien sûr. La vérité serait une bien meilleure alliée, mais hélas, plutôt que de les traiter de personnes d'égal à égal, vous êtes tenus de les infantiliser, camarades. Dans le cas présent, non seulement vous leur mentez, en ne leur disant pas que c'est une mission suicide, mais en plus, il se trouve que votre mensonge est démasqué. Beaucoup des employés ont une très bonne compréhension de la dangerosité de la situation catastrophique et ne sont pas dupes. Honnêtement, quand vous cherchez à résoudre un problème aussi complexe, ne soyez pas avare en explications. Oui, dans le cas présent, ces employés volontaires risquent de mourir, mais ils le savent déjà. Leur mentir ne les aidera pas à coopérer, bien au contraire. Vous pouvez généraliser cet enseignement. Dire la vérité créera au final souvent moins d'opposition et vous permettra d'avancer plus vite, même si cette vérité est très difficile à entendre et peut-être même plus difficile encore à dire. Comment voulez-vous chercher l'intelligence du collectif si vous ne vous adressez pas à l'intelligence de chacun de ses membres? Mais peut-être croyez-vous qu'à vous seul et qu'avec votre tout petit groupe de camarades en haut de l'appareil du parti, vous êtes plus intelligent et que vous pouvez vous priver de l'intelligence de l'ensemble du groupe. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, camarades. Heureusement, malgré vos mensonges, vous avez de la chance. Il y a des personnes courageuses, des personnes prêtes à se sacrifier en connaissance de cause. Votre équipe se lance pour aller vider les réservoirs. Ils peuvent échouer à tout moment. Mais c'est réussi. Ouf, quel courage et bravo à cette équipe.
Mais un autre problème encore plus complexe vous attend. Votre réacteur est encore à l'air libre, laissant constamment s'échapper de la radioactivité. Vous vous sentez honteux de ne pas avoir pu encore résoudre ce problème après 4 mois. Mais pourquoi ce problème traîne? Tout simplement parce qu'il vous semble trop complexe. Pour créer une coque de béton par-dessus le réacteur, il vous faudrait monter sur le toit, mais le toit est couvert de débris radioactifs qui tueraient une personne en quelques minutes seulement. Alors comment résoudre le problème? Comment retirer les débris radioactifs du toit sans mettre en danger la vie des techniciens pour ensuite fabriquer une coque de béton et emprisonner le cœur du réacteur et la radioactivité qu'il contient? Solution 1, envoyer un robot. Solution 2, tirer des balles sur les débris pour les jeter dans le trou. Solution 3, faire couler du plomb pour faire une couche protectrice. Solution 4, envoyer des robots biologiques, des humains quoi. Le plomb en fusion serait beaucoup trop compliqué à transporter en hélicoptère, les balles ne pourraient pas suffire à déplacer les gros débris. Il vous reste donc, entre autres, la solution du robot, et donc vous voulez envoyer un robot fabriqué par les Allemands. Mais malheureusement, vous avez menti sur les chiffres de la radiation, et le robot n'a pas du tout été conçu en conséquence. Alors le robot ne peut pas fonctionner, il est en proie aux radiations, il est foutu. Dommage. Vous n'auriez pas dû mentir pour donner les bonnes conditions aux ingénieurs qui ont conçu le robot. Vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous, camarades. Comment ça, ce n'est pas vous? Vous êtes le régime, camarades. Donc vous n'avez pas d'autre solution que d'envoyer des êtres humains en mission à haut risque. Vous avez calculé qu'avec les bonnes protections et les bonnes pratiques, s'ils ne s'exposent pas plus que quelques secondes, leur vie ne devrait pas être menacée. Vous recrutez donc un grand groupe de personnes qui se relaient pendant plusieurs jours, avec des interventions qui sont chronométrées pour rejeter les déchets dans le cœur du réacteur. Une fois que cette étape fut terminée, il ne resta plus qu'à faire une coque hermétique pour emprisonner le cœur du réacteur. Voilà, c'est réussi, bravo, mais le problème n'est pas tout à fait résolu encore. Chapitre 4. La solution pour que le problème ne se reproduise plus jamais. Vous voulez résoudre le problème de cette catastrophe nucléaire en empêchant que le problème se reproduise ailleurs. C'est la raison pour laquelle vous envoyez une personne enquêter auprès des survivants de la salle de contrôle pour voir quelles sont les décisions et les actions qui ont mené à cette catastrophe. Vous voici face au niveau le plus dur, le dernier niveau. Nous sommes plusieurs mois après l'explosion du réacteur. L'enquête a payé, vous savez maintenant ce qui s'est produit. Les responsabilités sont partagées entre la direction de la centrale et un défaut de fabrication qui est présent sur tout ce type de centrale. Ce défaut de fabrication est dû à des choix de solutions technologiques à bas coût. Le mode de production du communisme soviétique est un mode de production qui n'a pas le potentiel d'autres modes de production et qui fit donc faire des choix au rabais qui donnent constamment la priorité au bas coût, souvent bâclé, au détriment de la durabilité, de l'efficacité et de la sécurité des utilisateurs, et même, en l'occurrence, du monde entier. On le voit aussi avec un système de production comme le nôtre, des entreprises veulent tirer le prix trop vers le bas, parce que ce sont au final les salariés, l'environnement ou la santé qui en pâtissent. Dans notre cas, il y a une variété de mêmes produits en concurrence en fonction de la demande. Or, pour un système planifié et centralisé de la production comme dans l'URSS, le choix du produit pas cher est intrinsèque, parce qu'il n'y a pas de production efficace des richesses. En gros, l'organisation de la production ne permet pas de produire beaucoup de biens de qualité. Pour pallier cela et garantir quand même un certain niveau de confort pour tout le monde et un certain niveau d'équipement, le système soviétique essaye de produire assez de biens pour tout le monde, mais tous les biens sont souvent de très mauvaise qualité et en quantité pas assez suffisante. Dans notre système de production, qui n'est pas sans poser des problèmes aussi, l'alternative au moins existe constamment avec diverses gammes. Contrairement à une production centralisée, il est plus simple pour le législateur d'éliminer un mode de production trop néfaste, car l'appareil productif pourra encore fournir le bien, certes un peu plus cher, là où le régime soviétique, lui, n'aurait pas le choix que de tout restructurer. Mais bien sûr, chez nous, cela dépend de la volonté du législateur. Le problème est donc structurel avec ce type de centrale, et il en existe encore 16 autres en URSS. L'ennui, c'est que le régime n'aime pas qu'on le dévalorise aux yeux du monde entier. Mais alors comment allez-vous éviter que tout cela n'arrive aux autres centrales concernées si vous n'avez pas le droit de communiquer sur la fragilité des matériaux utilisés? Solution 1, vous révélez toute la vérité au monde entier, au risque de vous faire tuer par le régime, vous et votre famille. Oh là là! Ouille! Ça fait mal à mort! Solution 2, vous faites un accord avec le KGB pour ne rien dire et réparer les centrales en secret. Motus et bouche cousue. Si je parle, je vais en enfer. Vous étiez parti pour la solution 2. Mais à la dernière minute, votre instinct héroïque vous donne des ailes et vous balancez toute la vérité dans l'espoir de résoudre le problème sur le long terme. Nous sommes la seule nation à fabriquer des centrales refroidies à l'eau et modérées au graphite avec un coefficient de vide positif.
parce que c'est moins cher. Vous voilà confronté à une autre difficulté qui ralentit la recherche de solutions. Ça s'appelle l'absence de liberté d'expression. Sans la liberté d'expression, c'est-à-dire avec toute la censure qui existe dans le régime, vous ne pourrez pas aller à l'encontre d'une idéologie dominante, par exemple. Vous ne pourrez pas exposer les faits réels pour faire exploser la fiction idéologique et faire triompher la vérité. Dans un groupe de personnes à la recherche de solutions concrètes, pensez à toujours mettre en place les modalités suffisantes pour permettre un bon niveau de liberté d'expression. Alors vous continuez à vous exprimer au péril de votre vie et vous dites « Quand la vérité nous dérange, nous mentons tant de fois que nous finissons par en oublier que la vérité est là. Mais elle est toujours là. Tous les mensonges que nous disons accroissent cette dette envers elle. Et tôt ou tard, cette dette doit être payée. Voilà ce qui a fait exploser le cœur du réacteur, nos mensonges. La vérité se moque de nos besoins et de nos désirs. La vérité se moque de nos gouvernements, de nos idéologies. Elle reste là à attendre pour l'éternité. Et ceci est finalement le cadeau que nous a offert Tchernobyl. Il fut un temps où je craignais d'avoir à payer le prix de la vérité. Aujourd'hui, je demande seulement combien nous coûtent les mensonges. Chapitre 5. Le bon niveau de vérité. Faut-il révéler tous ces secrets ou faut-il mentir? Vous vous êtes déjà probablement posé cette question. J'ai eu beaucoup de mal à la trancher quand j'étais plus jeune parce que je privilégiais notamment une posture plus lisse pour correspondre plus à ce qu'on attendait de moi, ce qui me demandait évidemment de cacher mes singularités. J'imagine que tout le monde a fait plus ou moins pareil. Et puis je me suis dit que lorsque l'on se lançait dans des démarches de recherche de solutions concrètes, il était nécessaire de garantir aux personnes avec qui on collabore le bon niveau de transparence. Même si on doit laisser transparaître ses singularités, ses doutes et évidemment ses incertitudes. Et quand on est dans des approches plus innovantes, eh bien, on n'a pas d'autre choix que de se confronter à l'incertitude. Si vous voulez résoudre un problème, vous allez devoir vous mettre en danger et faire les choses différemment. Vous allez donc vous confronter à l'inhabituel, au désordre dans un premier temps, jusqu'à ce que la solution vous convienne et fasse finalement partie de vos habitudes. Ça va vous permettre de partager avec les personnes qui vous entourent ces incertitudes. Lorsque l'on cache des éléments utiles à la résolution d'un problème, peu importe la raison, cela finit par créer des éléments qui deviennent tabous. Il y a des angles morts, des choses dont on ne parlera pas et qui pourtant pourraient être très utiles à la recherche de la solution. Nos interactions avec les autres comportent alors automatiquement un double niveau de discours. On parle de façon détournée avec des non-dits. On attend de l'interlocuteur qu'il comprenne ce double niveau de communication, ce double niveau d'attente. On a alors des comportements moins sains, puisqu'on agit en ayant en tête un double niveau d'intention. On laisse même parfois transparaître une intention qui en cache en réalité une deuxième. Nos relations aux autres sont alors en quelque sorte parasitées. Chapitre 6. Le niveau de transparence doit-il éventuellement être modulé? Alors, je ne vais pas trop développer ce sujet, au risque de diluer trop le propos et de faire une vidéo qui serait trop longue. Elle l'est déjà peut-être un peu, mais je tiens absolument à mettre en relief ce propos. Les vérités utiles à la résolution du problème doivent absolument être partagées. Mais il ne faut pas confondre la transparence absolue avec les vérités utiles. Je vais vous donner quelques exemples pour l'avoir en tête. Premier exemple, sauver la vie de personne. Cela vous semble inadmissible, sous prétexte de transparence, de mettre en danger la vie des autres, n'est-ce pas? Et pourtant, une chaîne d'infos en continu a déjà fait cette erreur en signalant la présence d'otages dans la cave de l'Hypercacher, avant même que la capture du terroriste associé à l'attentat du Charlie Hebdo du 9 janvier 2015 ait eu lieu. La transparence ne peut en aucun cas justifier l'irresponsabilité. Deuxième cas, le risque d'amplification du problème en créant, par exemple, une prophétie autoréalisatrice. C'est un sujet important. En gros, c'est quand on fait une prophétie en annonçant par exemple il risque d'y avoir une pénurie de papier toilette, et qu'en faisant cela, si la prophétie semble un tout petit peu crédible, plusieurs personnes vont aller dévaliser les rayons de papier toilette. On dit alors que la prophétie est autoréalisatrice parce qu'elle a été réalisée et engendrée à cause d'elle-même. Troisième exemple enfin, la préservation de la vie privée. Quel est l'intérêt de rendre transparente la vie d'une personne, ce qu'elle fait en vacances, ce qu'elle mange, son orientation sexuelle, ses lectures, etc. Dans le problème présent par exemple de l'accident nucléaire. Même si cette personne a un rôle public, des pays comme la France ont choisi de faire une distinction claire entre vie privée d'un côté et vie publique, et ce afin de protéger la vie privée des personnes. Voilà, dites-moi si cela vous intéresse d'approfondir les limites de l'hyper-transparence, et je pourrais développer cette dimension-là dans la gestion de problèmes et dans la recherche de solutions dans une autre vidéo. Donc en conclusion, on voit toute la complexité de la question. Dès que l'on gère un problème collectif, on risque de s'exposer à des comportements individuels qui ne pensent pas à mal à leur échelle, parce qu'ils veulent simplement s'en sortir au mieux, mais ils vont potentiellement utiliser l'information transparente pour finir par jouer, à force du cumul des comportements individuels,
contre le collectif. Mais sans avoir en main toutes les vérités utiles, ils ne pourront pas non plus contribuer à trouver des solutions collectives. Il s'agit donc de trouver le bon équilibre. Merci beaucoup et à bientôt.